Vous êtes bien sur la RTB, il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Dans la boucle du monde, la radio Salaki va en guerre contre les mutilations génitales féminines et contre le mariage des enfants. La semaine passée, la radio Salaki et ses partenaires étaient à Safané pour une journée de visibilité. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso tient fermement au développement de sa cité, mais il tient surtout à ce qu'il se fasse avec les villages rattachés. Des idées qui ont conduit à une formation à l'endroit des conseils villageois de développement rattachés aux arrondissements de la cité de Sia. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le Centre des médias communautaires africains, à travers la radio Salaki et l'UNICEF, s'engage à travailler pour l'abandon de l'excision et pour l'abandon du mariage des enfants. La semaine passée, ils étaient à Safané pour évaluer leur stratégie de communication. Edouard Ouedraogo, Samson Bationo et Aïcha Dianda. Le mariage des filles de moins de 18 ans et les mutilations génitales féminines sont des pratiques qui ont du mal à disparaître, surtout dans les zones rurales du Burkina Faso. Des comportements punis par la loi, mais inconnus des populations. Ici à Safané, les relais communautaires de l'association de la radio Salaki expliquent leurs actions. On fait des causeries dans les lieux publics, on fait des causeries individuelles, et puis on fait des causeries aussi dans les ménages et dans les marchés. Et s'il y a des baptêmes, on va faire des causeries là-bas. Pour cette première édition, les relais communautaires et leurs partenaires se penchent sur de nouveaux modèles de communication pour l'atteinte des objectifs. Le thème est d'actualité. C'est pour une cause noble. Nous savons que les mutilations génitales féminines et les mariages précoces ou forcés sont des réalités au Burkina Faso. Dans la région de la boucle du Mouhoun, c'est une réalité vivante. Donc nous n'avons pas hésité un seul instant à accompagner Semeka et Radio Salaki dans cette activité. Il y a 15 ans que ces relais-là sont mis en place avec l'appui de l'UNICEF et il était important qu'après 15 ans quand même, qu'on puisse voir qu'est-ce que nous avons pu faire de bon. Quelle a été notre contribution à la lutte contre ces pratiques-là et comment nous allons nous positionner pour vraiment atteindre les objectifs de l'éradication de ces pratiques. Selon les initiateurs de ce système de communication à la base, les mariages d'enfants et la pratique de l'excision ont fortement diminué entre 2003 et 2018 dans cette localité grâce aux relais communautaires. Restons dans la boucle du monde, précisément à Dédougou, où le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni a été expliqué de long en large aux forces vives de la région. C'est une opération de séduction de la part des responsables du programme envers les acteurs de la boucle du monde pour un projet qui doit être exécuté dans les hauts bassins. L'objectif du projet est évoqué par Serge Somda et Issouf Zerbo. Après la mise en eau du barrage de Samandéni, les populations de la boucle du Mouhoun vont profiter des aménagements hydro-agricoles et le recalibrage du fleuve Mouhoun. Ce sont deux composantes du PEDIS qui couvrent la région. Le recalibrage, c'est quoi? C'est, comme l'a dit, on va aménager les lits du fleuve jusqu'à Dédougou. Donc le cours sera régulier et périn. Ça va être navigable à tout point de vue en toute saison. Actuellement, nous sommes en train de faire les aménagements, les 1500 hectares prioritaires. À terme, 21 000 hectares seront aménagés et irrigués. Débutés en novembre dernier, les travaux de ces aménagements vont durer 20 mois. Cet atelier d'information et de sensibilisation des forces vives de la boucle du Mouhoun semble porter fruit. Nous avons beaucoup appris. On a vu que c'est un projet très ambitieux. Si l'État arrive vraiment à mettre en valeur Samandéni, je crois que pour l'autosuffisance alimentaire, ça serait vraiment un plus. À travers les communications qui nous ont livrées, nous comprenons maintenant ce que c'est que le PEDIS et qu'est-ce que ce programme-là vise à terme. Sur le plan du tourisme, sur le plan
de la gestion de l'environnement. En tout cas, vraiment, nous avons eu beaucoup d'informations. Des informations que le PEDIS recommande aux participants de relayer largement. Il appelle les acteurs à s'approprier les projets pour une meilleure rentabilité. La première école de la province du Loroum a ouvert ses portes il y a 70 ans. Cela indique autant d'années de scolarisation dans cette province. Et cet anniversaire est une occasion pour les ressortissants du Loroum de mener des réflexions sur les défis futurs de la scolarisation dans la province. Zouinabo Solenga Beleman Herman Nestor Toé. L'abbé Gabriel Nyampa est l'un des tout premiers élèves à bénéficier de l'enseignement du blanc dans la province du Loroum. C'était en 1947 et il s'en souvient comme si c'était hier. Nous sommes entrés une centaine d'écoliers recrutés dans tout le Loroum. Mais de la centaine, je pense que nous sommes une quinzaine au plus à être en vie. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, plus de 70 années se sont écoulées et les filles et fils de la province observent une halte pour échanger sur les défis que mène l'éducation dans le Loroum. Nous l'avons organisé pour remercier Dieu d'avoir introduit cette maison du savoir dans notre province. Voilà. Alors la deuxième raison, c'est essentiellement pour que les fils et filles du Loroum voient que c'est en nous entendant que nous pouvons unir nos efforts, mettre en synergie nos recherches, nos ressources pour développer notre province. La situation sécuritaire au Loroum n'est que conjoncturelle, elle passera. Donc cette date décisive historique se devait d'être en fait commémorée avec ferveur. Et c'est pour cela que nous sommes là. Selon les premiers responsables de l'éducation, la province du Loroum compte à ce jour 163 écoles, soit un taux de progression de 2,3 écoles par an avec des milliers d'élèves. Fort malheureusement, 92 de ces écoles restent encore sous paillote. Jusqu'au lendemain de la fête de la Nativité, le Père Noël était toujours à Bobo-Dioulasso. Il s'est rendu à la Maison de la Culture pour donner des milliers de cadeaux à des orphelins et des enfants défavorisés. C'était à l'occasion d'un arbre de Noël qui est à sa deuxième édition. Le film de l'événement est signé Kassoum Milogo et Kadou Romenki. Grands comme nés, chanteurs comme danseurs, artistes comme comédiens ont tous mis la main à la pâte pour faire de cette soirée une réussite. Un arbre de Noël au profit des tout-petits avec une attention particulière faite aux orphelins. J'organise cette activité pour les orphelins, une activité de charité pour permettre à ces orphelins aussi d'avoir un Noël comme les autres. Donc je suis à ma deuxième édition. Une deuxième édition à laquelle les tout-petits n'ont pas marchandé leur mobilisation. On se demandait comment on va faire pour vraiment satisfaire ces enfants. Mais je pense que quand tu mets Dieu au centre de quelque chose, il ne t'abandonne pas. Et tous ces 2000 enfants et plus, chacun est reparti avec un petit présent. Je remercie le Père Noël car j'ai eu des cadeaux. Et aussi le Père Noël là, a été gentil envers tout le monde. Il a donné des cadeaux à tous les enfants. La mobilisation, on est passé dans les écoles, on a vu des orphelinats, les différents arrondissements pour nous aider à pouvoir toucher vraiment les enfants défavorisés. Voilà, pour permettre à ces enfants, on dit on ne donne pas à manger à celui qui est déjà rassasié, on donne à celui qui a faim. Invite est donc faite à toutes les bonnes volontés à faire un clin d'œil aux enfants orphelins. Des bonnes volontés qui, séance tenante, ont laissé parler leur cœur à travers cette quête et cette donation de vivres au profit des orphelins de l'association Denkano. Après que le Père Noël soit parti, la ville de Bobo-Dioulasso a été le siège d'une formation des conseils villageois de développement. Ils étaient accompagnés des membres du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Ensemble, ils ont parlé de mise en commun des idées pour le développement de la cité de Sia. Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo pour les détails.
C'est une rencontre entre membres du conseil municipal de Bobo-Dioulasso et ceux des conseils villageois de développement CVD des villages rattachés aux arrondissements de la commune. Une assemblée générale avec pour objectif l'harmonisation des plans d'action de développement. C'est aussi l'occasion pour le maire Bouraïma Sanou de rappeler à tous les attributs d'un CVD. Non seulement cette rencontre elle est statutaire, mais je pense qu'elle nous permet aussi de faire un peu le point et récupérer, prendre en compte les préoccupations de ces structures d'appui qui sont à la base au niveau des villages rattachés à la commune. Donc pour nous aussi c'est une belle occasion de les informer de la conduite des affaires au niveau du conseil municipal et aussi voir ensemble ce qu'on peut projeter en termes d'investissement pour l'année à venir. Une formation des participants est inscrite à l'ordre du jour. Question d'harmoniser les actions des différents acteurs. Les gens ils rentrent dans les structures sans savoir réellement ce qui les attend, quel travail ils doivent faire. Voilà, donc moi je pense que au niveau de cette assemblée-là, ça va nous donner l'occasion quand même de poser un certain nombre de doléances. Et quand même, on pense que la commune aussi sera à mesure de faire ce qu'elle pourra faire pour quand même nous faciliter un peu ce travail-là. Un CVD est apolitique et regroupe l'ensemble des forces vives d'un village donné. Il est le dernier maillon institutionnel de la communalisation intégrale et le bras opérationnel du conseil municipal. La page sport de ce journal nous conduit à Dori où la Coupe du Maire a connu son dénouement. 16 équipes étaient sur la ligne de départ et en finale, le secteur 1 remporte le trophée face au secteur 3. Les temps forts de la finale avec Sekou Zongo, Yamba Nakulma et Voro Korahire. Numéro 1 de Dori. Dès le coup d'envoi, le secteur 1 ici Anvers s'installe dans le camp du secteur 3. Les Verts répètent les assauts et obligent les Blancs à défendre. Une abnégation récompensée à la 29e minute grâce à ce centre venu de la droite et l'enchaînement réussi de Abdoulaye Sangaté qui bat le portier des Blancs. Après la pause, le secteur 3 réagit mais ne revient pas au score. Le secteur 1 monte ainsi sur la plus haute marche du podium de cette compétition longtemps souhaitée. On peut dire que l'objectif est grandement atteint. Vous voyez tout le monde qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu, non seulement aujourd'hui, mais à tous les autres matchs. Il y a eu du bon football, dans un bon esprit de fair play. On remercie le bon Dieu, tout s'est bien passé, donc nous sommes très satisfaits. Donc je tiens à féliciter le comité d'organisation et aussi tous les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment experts et associés, le ministère des Sports et des Loisirs, la Fédération burkinabé de football, la société minière Ayam Gold de Sakan, le président de l'Assemblée nationale aussi qui nous a apporté un appui. Pour sa première place, le secteur 1 soulève le trophée de vainqueur, divers lot dont la somme de 375 000 francs CFA. Le secteur 3 repart avec un trophée de 275 000 francs. Classé 3e, le secteur 4 empoche 150 000 francs CFA. Les autres équipes reçoivent des prix de participation et cette première édition s'achève sur des notes musicales d'une nuit culturelle offerte par les promoteurs. C'est sportivement que prend fin le 19h de cette semaine. Merci de nous avoir suivis tout au long. Agréable week-end.